Bonjour, je m'appelle Lily Bloom, vous pouvez me voir dans le Cercle et aujourd'hui je vais vous parler des biopics et plus particulièrement des biopics féminins. La science est en train de changer et ceux qui la dirigent aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient convaincus que la Terre était plate. Veuillez quitter mon laboratoire. Si ma science ne suffit pas, alors c'est que vous l'avez très mal comprise. Qu'est-ce qui intéresse le spectateur dans le biopic? Qu'est-ce qui fait son intérêt? Parce que finalement, c'est un parcours balisé, donc on connaît la fin, souvent tragique. Eh bien, je crois que l'origine de l'engouement pour les biopics et aussi une des raisons de son extraordinaire longévité, c'est, le germe, on le trouve dans le premier biopic de tous les temps, qui est contemporain de l'invention du cinéma et que l'on doit à Georges Méliès, avec son Cléopâtre en 1899. Et qu'est-ce qui fait l'attrait de ce film? C'est de voir un fantôme s'animer. C'est un film de science-fiction. Cette attente irrationnelle de voir un fantôme s'animer, je crois que c'est vraiment la racine de l'intérêt pour les biopics jusqu'à aujourd'hui, même lorsqu'on on zappe sur des plateformes, on prend un ticket de cinéma, on garde cette attente presque naïve de voir notre idole s'incarner à l'écran par la magie mimétique du jeu d'acteur et par le talent du réalisateur. Et plus la personne biographée est iconique, connue, aimée du spectateur, plus cet attrait, cette attente va être grande, et aussi parfois les désillusions ou alors les triomphes, comme on a pu le voir avec La Môme de Dahan. Le choix de l'acteur ou de l'actrice pour un biopic est déterminant et peut vraiment décider de la vie ou de la mort du biopic parce que c'est vraiment l'interprète et son mimétisme avec le ou la biographée qui va générer le succès du film majoritairement, quelle que soit la qualité, la sophistication du film. Au départ, ça a été surtout les acteurs américains, puis les Français, après le succès de La Môme, ont un vrai goût pour incarner des personnages. Alors ils sont soit choisis sur leur ressemblance physique, ou alors carrément on peut prendre des acteurs qui n'ont rien à voir, comme Gary Oldman qui va jouer à la fois Churchill et Sid Vicious, on peut pas être plus loin l'un de l'autre et aussi de l'acteur, et pourtant ça marche dans les deux cas. Et donc, si vous voulez, aux États-Unis, il y a un grand plaisir, un grand bonheur. Ils se vautrent même là-dedans, dans le fait de s'abîmer, prendre des kilos à profusion. C'est presque un passeport pour les Oscars. Plus ils s'abîment, plus ils font du mal, plus ils sont investis par le personnage, plus ils ont des chances d'être primés. En France, on voit plus ça, on va dire, le nez relevé, mais quand même on s'y prête, soit un petit peu avec distance, comme Podalides dans La Conquête, on s'en amuse, soit comme Marion Cotillard, on y va à fond, à l'américaine, à l'anglo-saxonne, et on rentre dans le personnage avec des heures de maquillage, de perruquage, de traitement et de travail mimétique. Souvent, ce qui fait le succès d'un biopic, c'est quand l'acteur principal est complètement hanté par le personnage, a la sensation d'avoir la vocation de devoir l'amener au monde, le réanimer, le ramener à la vie. Alors de manière un petit peu plus intimiste, on peut avoir une Yolande Moreau dans Séraphine, qui, lorsqu'elle a remercié pour les Césars, a parlé de Séraphine qui les avait accompagnés pendant tout le tournage, et c'est effectivement ça, une des clés du film. Et d'ailleurs, les castings de biopic durent très longtemps, parfois avec des changements d'acteurs. Je pense à Bohemian Rhapsody. Il faut vraiment qu'il y ait une adéquation parfaite entre l'acteur principal et le ou la biographée en question. Et ensuite, il y a une autre couche qui est une adéquation parfaite entre l'univers du réalisateur et du ou de la biographie. Et alors là, on peut atteindre des chefs-d'œuvre. Séraphine, votre femme de ménage, enfin la nôtre. Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture. Je vous l'achète.
Quand on regarde les 120 ans d'histoire du biopic, déjà dans le choix des sujets, pratiquement 75% de la production de biopic est sur des biographies masculins. Et il faut pas oublier que le biopic participe à la création d'une conscience collective. Et on a l'impression, quand on regarde l'histoire du biopic, qu'il n'y a eu que des hommes scientifiques, que des hommes politiciens, que des hommes créateurs, entrepreneurs. Dennis Bingham, qui a théorisé sur le biopic, il parle carrément de deux genres distincts, le biopic masculin et le biopic féminin, tant il y a un double standard au niveau de la narration. C'est-à-dire les biopics féminins, la plupart du temps, ils empruntent un seul genre, le genre mélodramatique. On va traiter leurs conflits, soit avec leurs émotions, leurs passions et la société ou leurs fonctions. Finalement, ils parlent aussi d'une spirale descendante. Quand un biopic de femme commence, on a toujours l'impression que la spirale tragique a déjà commencé et va de toute façon finir mal. On va tout de même pas laisser la plus grande star du monde sans rien avoir. Frank Sinatra est ici? Frank est génial, mais il n'est pas Judy Garland. J'ai plus de maison, même du mal à trouver un impresario. Si tu partais à Londres, tu serais grassement payé. Le type dont je t'ai parlé, il veut absolument entrer en affaire avec toi. Donc tu veux dire qu'il faudrait que je quitte mes enfants si je veux gagner suffisamment d'argent pour élever mes enfants? Oh, j'aimerais tellement rester ici. Pour illustrer la question du double standard appliqué, par exemple, il y a deux biopics qui sont très symptomatiques, La Môme d'Olivier Dahan et Gainsbourg, vie héroïque de Johann Sfar. Quand on regarde ces deux figures, elles sont très similaires, c'est-à-dire deux personnages au talent indéniable qui se sont abîmés dans des addictions, dans une dégradation physique importante pour les deux et qui avaient une passion dévorante pour l'autre sexe chacun. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit? Dans La Môme, on s'attarde justement sur son goût pour les hommes et on en fait quelque chose qui l'empêche d'avancer créativement et qui l'emprisonne et on appuie là-dessus. On est assez dur sur la dégradation physique du personnage, tandis que dans Gainsbourg, vie héroïque, finalement, cette question, elle est évacuée. La question de la dégradation physique, elle est dédoublée dans une espèce de marionnette qui s'appelle La Gueule. Et on va s'attarder uniquement sur ses succès et ses conquêtes féminines. C'est plutôt un point positif du film au lieu d'être quelque chose que l'on regarde d'en haut.